j'appartiens à une famille qui s'est toujours honorée dans le métier des armes, ça depuis des générations, c'est-à-dire depuis Henri IV, puisque j'ai un arbre généalogique qui me permet de pouvoir le dire. Ce qui fait que je suis né avec le virus militaire dans la peau. Évidemment, toute ma jeunesse, j'ai rêvé être un militaire, mais avec une différence avec mes ancêtres, c'est que je voulais être marin. J'avais bien être militaire, mais uniquement dans la marine. Au moment de la déclaration de la guerre, c'est-à-dire en septembre 1939, j'avais juste terminé mes 18 ans, donc prêt à faire quelque chose dans la marine. J'avais déjà passé une année dans une école de navigation. Alors, dès la déclaration de guerre, je me suis engagé. Évidemment, mon rêve, c'était tout de suite de partir naviguer et de commencer déjà à participer aux actions de la marine déjà qui ont commencé. Alors, on m'a d'abord désigné pour le cours de timonier, qui se passait à Toulon. Alors, j'étais envoyé à Toulon en décembre 1939. Alors, il y avait des camarades qui me disaient, tu as de la chance, toi. Il y en a qui sont en train de se geler sur la ligne Maginot, puis toi, on t'envoie sur la Côte d'Azur. J'étais droit. Les ordres étant les ordres, j'ai suivi mon cours de timonier, dont je suis sorti quartier-maître timonier. Ensuite, je me suis dit, ça y est, ce coup-là, j'aurais pu embarquer, et puis je vais commencer à naviguer. Patatras, l'ordre arrive, je suis désigné pour le chef de quart. J'étais pas content, je commençais, j'espérais déjà partir sur la mer, je dis, on va encore à l'école. Alors c'est comme ça, les ordres sont les ordres. Je suis venu au cours de chef de quart, qui ça, c'était à Brest. Donc on s'est chef de quart en janvier 1940, et j'ai suivi mon cours de chef de quart qui se terminait en juin 1940. Le cours s'est passé, et j'ai été nommé quartier-maître chef de quart aux environs du 13 ou 14 juin. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'à cette époque, on vivait un peu comme des moines dans ces bateaux-écoles. On ne se rendait pas compte du tout de ce qui se passait. Et évidemment, tous les appareils que vous avez aujourd'hui, les radios et tous ces machins n'existaient pas, la télévision non plus. Donc on vivait un peu comme des moines, on ignorait totalement ce qui se passait. Le 18 juin, je me trouvais donc sur ce bateau-école qui était à rade de Brest, c'était un vieux bateau des armées, en attendant qu'on nous donne nos désignations. Tout à coup, on nous dit, attention, les Allemands sont peut-être à Morlaix. On devinait notre consternation, mais c'est pas possible. On les croyait encore sur la ligne Maginot, je ne sais pas, puis tout d'un coup on apprend que les Allemands étaient à Morlaix et que le lendemain ils seraient sans doute à Brest. Vraiment, on me dit, c'est pas possible, ça doit être un cauchemar, c'est pas vrai. Hein? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors on me dit, voilà, on va évacuer, on va tous vous évacuer, course de quart, et vous allez embarquer sur le cuirassé Paris. Cuirassé Paris, c'était un vieux cuirassé complètement à bout de souffle, qui était, pour ma chance, qui était incapable de aller jusqu'en Afrique du Nord, et qui s'est donc dirigé vers la Grande-Bretagne, où on est arrivé le 19 juin. Alors là, on est resté 2 ou 3 jours à bord, ça commençait à être très pénible, parce qu'on n'avait plus rien à manger ni à boire, ça commençait à être très pénible. Les Anglais donc, se sont rendus compte, nous ont débarqué, nous ont mis dans un camp à terre, on est resté là quelques jours sans savoir trop ce qu'on allait faire. Et là, on a appris que la France venait de déposer les armes et que nous allons donc être rapatriés sur le territoire français dès qu'il serait possible d'avoir un moyen de nous transporter en France occupée, non occupée ou en Afrique du Nord. Et puis alors à ce moment-là, un petit moment après, il y a une personnalité de la France libre qui est venue nous dire, voilà, il y a un certain général de Gaulle, dont on n'a jamais entendu parler, qui lui a décidé, étant donné que les Anglais avaient décidé de continuer la guerre, il a dit, moi je dis qu'il faut que le pavillon français reste dans la guerre, on demande des volontaires pour rejoindre les forces françaises libres. Alors moi je dis, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Comment? Au moment où je voulais faire quelque chose, au moment où je voulais embarquer, je voulais commencer à faire mon métier de marin,
On me dit, vous allez rentrer à la maison, et puis vous allez sans doute démobiliser, mais qu'est-ce que vous êtes venu? Et puis avec mon goût pour le militaire, je dis, mais je suis volontaire. J'ai été instantanément, sans aucune hésitation, et sans chercher à comprendre. J'ai immédiatement rallié le général de Gaulle, c'est-à-dire aux environs du 21-22 juin 1940, et enregistré au 1er août 1940. Alors, à ce moment-là, on nous a réunis, les quelques volontaires. On était environ 3000 dans ce camp, qui venait de plusieurs bateaux qui avaient également rallié. Eh bien, ce qui est terrible à penser, c'est qu'on est resté. Dites-moi bien un chiffre. Dites-moi un chiffre, combien est resté volontaires? On a resté 11 et ça s'est mis à mal tourner, parce qu'on a commencé à être attaqué, on nous a traités de déserteurs, de vendus aux Anglais. J'ai vu le moment où on allait passer la casserole, c'était inquiétant. Heureusement, les Anglais s'en sont aperçus et j'ai envoyé une patrouille baïonnette au canon pour nous délivrer et nous mettre à part. J'étais vraiment assez épouvantable. Enfin, toujours est-il qu'à ce moment-là, on nous a envoyé sur un autre cuirassé qui, lui, était à Portsmouth, où on était appelés nous, et qui servait de bâtiment de base pour recueillir tous les volontaires chargés d'armer les futurs navires de la France libre. À ce moment-là, on a commencé nos premiers éléments de guerre. Dès le mois de juillet, vous savez, les Allemands ont commencé leur violente offensive contre l'Angleterre. Ils ont espéré, ils se sont rendus compte évidemment qu'un débarquement était difficile parce que la marine anglaise était supérieure de loin à la marine allemande. De ce fait, ils ont essayé de convaincre les Anglais d'abandonner en les bombardements en outrance. Ils ont donc commandé ce qu'on a appelé la bataille d'Angleterre. Il a commencé par de très violents bombardements et le Courbet, où je me trouvais, a servi aussi de bâtiment contre avion. Alors, nous avons eu la chance de descendre 2 avions, de reste qui nous attaquaient en plein jour. C'était, je me rappelle, des Junkers 88 qu'on réalisait facilement. Et j'étais très gonflé à l'époque parce qu'ils attendaient en plein jour et très bas en altitude, hein, comme on voyait très bien. C'était extrêmement impressionnant. On a effectivement été bombardés. Par miracle, les bombes sont tombées le long du bord. Ça a été à 2 doigts. Je ne suis pas là en train de vous raconter des histoires. Enfin, toujours est-il que du Courbet, où j'attendais une désignation, on m'a désigné, on m'a nommé à ce moment-là aspirant. Comme j'avais déjà une formation maritime assez poussée et puis des éléments d'instruction de la marine, j'étais nommé aspirant. Par là, si j'étais fier et content, j'ai donc troqué mon col bleu et mon pompon rouge pour la casquette d'officier. Pensez si j'étais fier et heureux. Enfin, voilà, aspirant, on m'a nommé comme officier sur un patrouilleur qui s'appelait le Vaillant. Et on était désigné pour partir sur la côte d'Afrique. Le Vaillant était basé à Greenock, à côté de Glasgow, en Écosse. On est donc parti en plein mois de décembre pour rallier la côte d'Afrique avec un convoi. Et malheureusement, ça a très très mal tourné parce que nous avons eu une très grave avarie de machine et le Vaillant est resté en panne pendant 48 heures dans une tempête effroyable. Là aussi, j'ai bien cru qu'on n'y reviendrait pas. Surtout, on a eu une chance inouïe, c'est qu'aucun sous-marin ne nous repère à ce moment-là, où on était stoppé en pleine mer. Enfin, souviens-t-il qu'on a réussi à mettre la machine en route, mais elle était en tellement mauvais état qu'on est revenu à Greenock. Et le Vaillant était estimé irréparable, était déjà armé. Alors me voilà encore en panne. Je rejoins Londres. Pendant quelques jours, j'ai subi des bombardements à Londres, ce qui était assez pénible, surtout quand vous étiez à l'hôtel, la nuit avec les bombardements, c'était très pénible. Et à ce moment-là, l'état-major m'a dit « Nous manquons d'officiers pour réarmer des navires de commerce. » Parce que nous avions très peu de navires de guerre, mais par contre, les Anglais avaient capturé un certain nombre de navires de commerce français, assez important,
Et la France voulait les réarmer avec des équipages français. Alors je dis, est-ce que vous seriez volontaire pour être embarqué comme officier de navigation sur un bâtiment de commerce? Alors je dis bien sûr, du moment que je suis embarqué, moi je me dis oui, je suis volontaire, bien entendu, du moment que c'est pour naviguer, je suis volontaire. Alors j'ai été embarqué sur un premier navire qui, elle, m'a envoyé jusqu'au comble du Welsh, où on a commencé à naviguer un petit peu sur la côte d'Afrique, où j'ai attrapé le paludisme. Pas de chance. Alors j'ai été rapatrié en Angleterre, où j'ai été soigné un petit moment, quelques semaines, et puis à ce moment-là, on m'a réembarqué sur un autre cargo qui s'appelait le Saint-Bertrand. Alors le Saint-Bertrand était un magnifique bateau qui faisait 13 000 tonnes et qui avait l'avantage d'être un bâtiment allemand qui avait été capturé au début de la guerre. C'était un très beau cargo pour l'époque et qui faisait l'Atlantique Nord. J'embarque donc comme lieutenant sur le Saint-Bertrand et je suis resté pendant toute la guerre où j'ai participé du premier jusqu'au dernier jour à cette bataille dont on ne parle pas assez, je crois, et qui s'appelle la bataille de l'Atlantique. Et c'est grâce à cette bataille, on oublie trop souvent que l'Angleterre était capable de gagner la guerre. Churchill lui-même l'avait dit, le Premier ministre anglais avait dit « Nous gagnerons la guerre à condition que les sous-marins allemands n'arrivent pas à couper notre ravitaillement. » Parce que là, c'était sans espoir. Si les sous-marins avaient réussi à détruire tous les bâtiments de commerce, tous les convois, là, évidemment, la Grande-Bretagne n'aurait pas pu, comme le débarquement n'aurait pas pu être effectif. Et bien entendu, la Grande-Bretagne aurait été prise à la gorge, aurait bien été obligée de céder à ce moment-là. Dieu merci, la Grande-Bretagne a mis en service un grand nombre de bateaux anti-sous-marins qui a permis de lutter efficacement contre les sous-marins allemands, qui ont du reste eu des pertes effroyables, puisque plus de 700 sous-marins ont été coulés pendant la bataille de l'Atlantique. Par contre, dans le bâtiment de commerce, nous avons perdu 13 millions de tonnes de bâtiments. 13 millions de tonnes, avec 25% de pertes. Seulement, c'était un métier fantastique, parce qu'à chaque fois que nous arrivions au port, on débarquait 9000 tonnes de chargement, c'est-à-dire à peu près 10 tonnes de marchandises, en provenance du Canada et des États-Unis. Donc vous voyez que c'était vraiment un travail exceptionnellement intéressant. Alors j'ai fait toute cette guerre sur ce bâtiment. On a échappé à tous les torpillages, souvent par miracle, avec des choses que je ne vous souhaite pas de voir, parce que quand vous voyez un pétrolier en feu, par exemple, avec tout son équipage, ou bien que vous voyez les gens mourir dans l'eau glacée de l'Atlantique, c'est impressionnant. En plus des sous-marins, du reste, nous avions, sur l'Atlantique Nord en hiver, nous avions à faire face à des tempêtes absolument fantastiques, je crois les plus fortes tempêtes qu'on puisse imaginer. Mais mon Dieu, à mon âge, je trouvais ça formidable, je trouvais que c'était une aventure sensationnelle. Je n'ai pas grand mérite, voyez-vous, parce que, dans le fond, j'aime ça. Donc, quand on dit que j'ai beaucoup de mérite, j'ai dit non, je faisais quelque chose qui me plaisait. Puis on avait vraiment l'impression de faire quelque chose de tellement important, tellement utile. Je ne sais pas, voyez-vous, j'estime que je n'ai pas eu de mérite. Je trouvais que c'était naturel. Alors, après la guerre, mon Dieu, j'ai continué, puis j'ai fait j'étais également volontaire pour l'Indochine, où j'ai fait 2 années. Ça a été une autre guerre, une autre aventure. Et puis après, j'ai fait aussi un petit peu la guerre d'Algérie, ce qui m'a valu ces modestes décorations, vous voyez là. J'ai participé donc à 3 guerres. Ma vie active s'est passée, toute ma jeunesse et le reste de ma vie active a passé à naviguer, à faire la guerre. C'était ce que j'avais rêvé quand j'étais enfant. Alors c'est pour ça que ma satisfaction, maintenant que je suis un vieux bonhomme dans mon coin, de savoir que j'ai fait quelque chose qui m'a plu, et d'avoir fait quelque chose selon mes goûts, d'avoir
réaliser mes rêves d'enfant. Voilà, c'est très simple. Eh bien, la défaite de la France a été un choc extraordinaire parce que, comme je viens de vous le dire, nous, jusqu'à juin 40, nous vivions comme des moines dans cette école de navigation, n'est-ce pas? On était vraiment en dehors de toute communication extérieure. Et ça a été une surprise extraordinaire, pas parce qu'on nous avait dit, on nous avait promis que nous allions gagner. Il y avait un certain ministre qui nous avait affirmé que nous allions gagner parce que nous étions les plus forts. Ce qui ne s'est pas très bien réalisé, parce qu'en fait, quand on a attrapé la plus belle raclée qu'on a jamais attrapée, c'était pas glorieux. Alors, on a eu du mal à comprendre. Mais enfin, c'est pas possible. Comment se fait-il que l'armée française a pu se faire battre à ce point-là? Voilà, c'était un choc, mais évidemment, nous n'avons pas connu beaucoup les détails, parce que en Angleterre, évidemment, on n'avait pas de contact avec. Donc on ne savait pas très bien ce qui est passé en France. En effet, comme on ignorait un petit peu la situation en France. Alors la première chose qui nous a fait comprendre que nous étions en guerre, c'était le remorqueur qui était devant nous, qui nous avait aidé à quitter le quai, qui a sauté à 100 mètres devant nous sur une mine magnétique et qui a coulé dans un seul bloc avec tout son équipage. Et ça, on a compris tout de suite que ça devait être quelque chose qui n'était pas normal, évidemment. Et cette fois-ci, nous sommes dans la guerre. Avec la lutte contre les avions ennemis, et que nous avons réussi à battre 2 bombardiers, et quand nous avons été chercher les débris, nous n'avons retrouvé que la main du pilote qui était restée sur la manche. La troisième impression, c'est évidemment tous les torpillages auxquels j'ai assisté pendant la guerre et qui étaient extrêmement impressionnants, bien entendu. Vous savez, je ne voudrais pas me faire passer pour plus que je suis. Mais enfin, effectivement, je ne dis pas de moi, je dis de nous tous, n'est-ce pas? À commencer par les Anglais. Moi, on peut aimer ou ne pas aimer les Anglais, ça c'est une autre histoire. Mais moi, je trouve qu'ils ont été d'un courage prodigieux de se dresser tout seuls. Alors que toute l'Europe venait de tomber aux mains des Allemands, ils ont eu du courage de rester tout seuls. Ensuite, la population civile, notamment dans certaines villes, n'est-ce pas, a tenu le coup sous les bombardements, ce qui était extrêmement dur. Parce que quand j'étais débarqué du Vaillant, un peu avant de passer sur Bertrand, j'ai passé 15 jours à Londres, à l'hôtel où j'étais la nuit, évidemment. Toutes les nuits, j'étais des bombardements. Parfois, il y avait ma chambre qui bordait comme ça. Moi, je suis d'une admiration sans borne pour les gens qui tenaient le coup, les civils, qui n'avaient pas la chance comme nous d'avoir une aventure à vivre et qui perdaient souvent les leurs. Il y a énormément de victimes, la population civile. C'est très bien. Bon, vous savez, ça a été un peu brutal, vous savez. On a passé de cette situation de guerre où nous faisions la guerre, donc on était en danger. Dès que l'on quittait le port, évidemment, on savait que les sous-marins étaient là, etc., qu'on pouvait d'un moment à l'autre être pris là. Bon, on est passé d'une situation de risque, évidemment, à une situation de... il ne se passait plus rien. Alors, ça a été un peu brutal. Il a fallu un peu se réadapter à notre genre de vie. Et surtout, on est tombé dans une France qui était, disons le mot, en mauvais état, parce qu'il y avait cette histoire entre, justement, ceux qui avaient résisté, ceux qui avaient, au contraire, collaboré. Il y avait, je ne sais pas, une ambiance un peu délicate. Il a fallu se réadapter. Puis après, il y avait comment dirais-je, le ravitaillement, il y avait des cartes, il faut avoir un peu de charbon ou un peu de bicyclette, c'était tout un drame. Comme je vois maintenant avec ma femme faire les courses dans un Intermarché, je me dis, mon Dieu,
Si on avait vu ça en 1945, on serait devenu fou. Il fallait faire la queue pour avoir un morceau de pain. Oh, quelques années quand même. Ah oui, au moins un certain temps, oui, parce que d'abord j'ai attendu d'être plus gradé pour avoir un peu plus d'importance. Alors j'ai écrit du reste dans plusieurs revues où on m'a fait l'honneur d'être publié sur ces aventures que je viens de vous citer là, sur ce sauvetage que nous avons essayé de faire, etc. Sur l'Indochine aussi. J'ai écrit plusieurs articles et j'ai eu l'honneur d'avoir été publié par des revues maritimes. Moi, je suis étonné quand on me dit que j'ai tant de mérite. Moi, je ne sais pas, je trouve que j'ai pas beaucoup de mérite. J'étais tellement content de faire ce que je faisais. Ben, j'ai vécu, je sais pas, une espèce de rêve de jeunesse. Pas avant la guerre, avant, quand j'étais encore jeune garçon, quand c'était à l'école. J'avais lu tous les bouquins justement qui parlaient de la guerre, tout ça. Et tout ça, ça me passionnait, ça m'intéressait. Je dis, un jour, il faudra que je la fasse. Et je me suis rendu compte quand même que j'étais sûr de la faire parce que il n'y avait pas la télévision à l'époque, évidemment. Mais mes parents étaient abonnés à une revue assez luxueuse à l'époque. Et après l'avènement d'Hitler, quand il a commencé justement à refaire l'amendement, il y avait seulement des reportages montrant des formidables parades hitlériennes qui étaient impressionnantes, c'était fantastique. Ces parades hitlériennes, c'est formidable, ce truc-là. Ça va nous tomber sur la figure un jour ou l'autre, c'est sûr. Ça ne va pas rester. Quand la guerre était déclarée, pour moi c'était parfaitement naturel, c'était obligatoire. C'est pour ça que je me suis engagé tout de suite. Pour moi, c'est normal. C'est pas des choses. Parce qu'en plus, au cinéma, où on allait quelquefois le jeudi, avant le grand film, il y avait quand même des actualités aussi, au cinéma, où on nous montrait justement ces parades hitlériennes. Mais c'était formidablement impressionnant, ce fanatisme, vous savez, qu'on sentait monter. Il faut voir les parades hitlériennes, qu'on voit encore de temps en temps à la télévision. C'était fantastique à quel point ce monstre a réussi, avait un talent extraordinaire de galvaniser, n'est-ce pas, toute la jeunesse allemande pour les lancer dans cette effroyable aventure dans laquelle il s'est lancé. C'est impressionnant. C'est pas que j'y tiens, c'est qu'on me le demande. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne répondrai pas. Mais je pense quand même qu'il faut quand même un petit peu qu'on se rappelle de ce qu'on a fait. Il y a par exemple une chose que je regrette un peu, c'est que actuellement on a beaucoup d'émissions à la télévision qui parlent de la guerre, tout souvent. Des émissions, et ce que je regrette, c'est qu'on ne parle presque jamais de la marine. Alors que la bataille de l'Atlantique, ce qu'on a oublié de dire, c'est la seule bataille qui a duré du premier jour de la guerre jusqu'au dernier jour de la guerre, sans un jour d'interruption. Il n'y avait jamais d'interruption dans la bataille de l'Atlantique. Les bateaux ont été torpillés le premier jour de la guerre, et les bateaux ont été torpillés le dernier jour de la guerre. Ça n'a jamais cessé. Et ça, on parlait non souvent du débarquement à juste titre, parce que ça a été une affaire fantastique. Ça a coûté la vie à tant de gens. Mais on ne parle que très rarement de la marine, qui pourtant a joué un rôle absolument capital dans la victoire. Sans la guerre, sans la marine, la guerre était perdue sans refonce. Ça, c'est sûr. En de traumatisme, non. Non, je n'ai jamais été traumatisé. Jamais. J'étais parti pour ça, j'ai fait. Pour moi, c'était naturel. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas de mérite. Vous savez, quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire, on n'a pas de mérite. Ça me fait ça. Dans le fond, j'aimais ça. L'aventure. Vous savez, risquer sa vie, c'est un certain sel. Si.
quand c'est utile. Ah oui. Attention. Mais je vous dis, là, dans ce Saint-Bertrand où j'ai fait une grande partie de la guerre, nous chargeons 9000 tonnes de chargement. 9000 tonnes, c'est-à-dire 10 trains de marchandises. Vous vous rendez compte quand on voyait débarquer sur les quais de Glasgow, qu'est-ce qu'on est? On avait vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose. Hein? On transportait des chars en comptait, je sais pas combien des chars. On transportait des tonnes de munitions. On avait par exemple sur la cale arrière, à chaque fois on chargeait 600 tonnes de trinitotoluène. 600 tonnes. Si la torpille avait été là, on aurait été une petite bombe atomique. Je ne serais pas là à vous raconter mes histoires. Mais on n'y pensait pas. On n'y pensait pas. On pensait toujours qu'on allait s'enfuir. Je ne sais pas, maintenant j'aurais une peur bleue. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, tout simplement parce que j'avais pensé que ça allait être mon avenir quand j'étais jeune. J'étais tellement sûr que la guerre allait, et que j'allais la faire, que ben, je la faisais. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais vous savez, quand j'étais sur Saint-Bertrand, donc j'étais lieutenant, bon, donc je faisais 8 heures de quart par jour, sur la passerelle bien entendu, j'étais chef sur la passerelle, donc 8 heures par jour, 4 heures de jour, 4 heures la nuit, j'étais responsable de tout le navire. N'est-ce pas? J'étais responsable pour sa tenue de poste dans les couloirs, quels que soient les événements. Mais à 20 ans, mais je me sentais un type formidable. J'étais tellement content. Voilà. Voyez-vous. Alors, je ne vais pas dire que j'ai souffert, tout malheureux, pas du tout. Dans le fond, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était une aventure fantastique. Et puis, j'avais un peu rêvé. Vous savez, comme je dis, toute ma famille servie un peu. Alors, quand j'allais passer mes vacances, je me rappelle chez ma grand-mère, dont mon mari avait été, bien entendu, un haut gradé. Mon arrière-grand-père était général. Mon grand-père allait peut-être devenir général aussi, mais il est mort de maladie prématurément. Il avait quand même déjà un grade. Et alors, ma grand-mère, dans sa chambre, avait déjà toutes les décorations de mes grands-pères, qui sont dans mon bureau, là, que vous avez peut-être vu. Alors, j'étais jeune, j'ai regardé ça. J'ai dit, un jour, je les aurai. Voilà. Et j'ai réalisé mon rêve. C'est tout. Voyez-vous. C'est facile, vous savez, de faire quelque chose quand vous aimez ce que vous faites. C'est facile. Mais les gens s'en avaient du mérite. Mérite, non? Ça me plaisait. C'est tout. Voilà. Et vous savez, il y a une chose curieuse que je voudrais vous dire quand même. Je n'ai absolument aucune haine contre les sous-mariniers allemands. Voyez-vous, parce que d'abord, la marine allemande n'était pas nazie. Il n'était pas nazi dans la marine allemande. Et il n'aimait pas Hitler, les marins allemands. Les officiers allemands, les officiers de marine allemands n'aimaient pas Hitler. Et ils faisaient la guerre pour leur pays. Et après, ils ont perdu du reste 80% de l'effectif, ils ont une perte effroyable. Il a eu l'occasion de couler un sous-marin allemand. Et le sous-marin a pu remonter et sauver quelques hommes qui ont été recueillis par justement, le bateau était mon camarade. Mais dès qu'ils ont été recueillis à bord, j'ai fait qu'ils se précipitaient pour les réchauffer, pour les réconforter, pour leur porter du thé, les réchauffer, tout ça, les rassurer. Alors les gens disaient, mais enfin, c'est complètement idiot votre histoire. Il y a 5 minutes, vous leur envoyez des grenades sous-marines pour les tuer, maintenant vous les traitez comme des amis. On dit, ah, mais c'est pas ça du tout. Ah, l'ennemi, c'était les sous-marins. L'équipage, c'était des naufragés. Très bien. Et voyez-vous la différence de mentalité? C'était complètement différent. C'est ça qui était bien avec la marine. L'esprit des marins. Et l'aviation, c'était un peu ça aussi.
Par exemple, le grand as français qui s'appelait Klosterman, n'est-ce pas, qui a abattu, je sais pas, 50 avions. Une super. Évidemment, quand il avait abattu un avion. Mais il était beaucoup plus heureux quand il a vu que le pilote avait pu sauter le parachute. Et l'ennemi, c'était l'avion, c'était pas le pilote. La plus importante de toutes, c'est la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est la plus forte décoration française. Elle a été créée en 1802 par le premier consul Napoléon, futur empereur. Elle est toujours en vigueur depuis. C'est la plus haute décoration, c'est toujours celle qui se porte en premier. La décoration, la Légion d'honneur se porte toujours avant toutes les autres décorations. Alors celle-là, c'est la Croix de guerre, 39-45, avec la médaille d'argent. Alors celle-là, c'est la Croix de guerre d'Indochine. Alors celle-là, c'est la croix pour mon volontariat, mon engagement en 1939. Celle-là, c'est mon engagement à la France libre. Alors ici, vous avez l'Ordre national du mérite. Et ça, c'est la cravate de commandeur. Ça pousse autour du cou, assez rare. Et ça, c'est le chevalier du mérite maritime, pour justement les convois atlantiques. Ça, c'est les médailles dites coloniales, qu'on appelle maintenant d'outre-mer, parce que le terme colonial n'a pas été mauvais effet. Et ça, c'est la médaille d'Indochine également. Et ça, c'est la médaille d'or des combattants de l'Union bretonne. Donc ça, c'est la médaille des Quadrennes. Et celle-là, évidemment, aussi. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner sur la Croix de Lorraine. Chez Muselier, quand il était dans l'avion pour allier la France libre, c'est le seul amiral qui l'a allé, j'ai dit, il faut quand même que les bateaux qui sont là, ils aient un signe distinctif par rapport aux bateaux qui sont restés avec Vichy. Alors, il a eu, parce qu'il était lorrainiste, il a dit, on va leur mettre un pavillon où il y aura la Croix de Lorraine. Et il a proposé au général de Gaulle, une main qui sautait sur l'occasion, bien sûr. Et c'est de Gaulle qui a officialisé la Croix de Lorraine, mais qui a été inventée par l'amiral Muselier. Et ça, personne ne sait. Et celle-là est spécialement pour la marine. Les autres sont différentes, celles de l'armée et de l'aviation sont différentes. Seuls les marins ont le droit de porter cela. Il faut une autorisation de port. Et même de Gaulle ne la porte pas, il porte la petite, mais pas celle-là. C'est uniquement la marine. Vous savez, les marins, ce sont des gens un peu spéciaux. Oui, la jeunesse actuellement, je reconnais que ces problèmes sont sérieux. C'est vrai, c'est difficile à ce moment pour la jeunesse. À mon époque, il n'y avait pas de problème. Là, mais maintenant, avec la difficulté, il faut maintenant des diplômes, il faut je sais pas quoi, un tas de trucs. C'est dur pour la jeunesse maintenant de trouver quelque chose. Alors, il dit, ce qu'il faudrait pour la jeunesse surtout, c'est d'avoir un idéal, quelque chose vers lequel ils veulent tendre. Dans n'importe quoi, je ne dis pas pour l'armée ou n'importe quoi, je dis dans n'importe quelle profession. C'est ce que j'avais moi, j'avais un idéal. C'est pour ça que je n'ai jamais hésité à me porter volontaire toujours. Parce que j'avais une idée dans ma tête. Et si j'ai quelque chose à recommander aux jeunes, et qui veulent être épiciers, marchands de cacahuètes ou n'importe quoi, il faut qu'ils aient un idéal. C'est ce que j'ai essayé de leur dire quand j'ai eu l'occasion de parler à des jeunes.